beaucoup. Merci. Il faut faire continue. Merci, puis merci beaucoup de l'invitation, puis bienvenue à tout le monde. Comme Andréane le soulignait, j'ai été invitée à venir vous présenter le contexte des soins, en particulier au Nunavik, avec un focus sur la réadaptation. Je ne suis pas une experte de la réadaptation, comme vous avez pu dans la présentation. Donc, je suis pédopsychiatre, donc c'est vraiment plus mon champ de pratique. Effectivement, bon, ça fait presque 15 ans que je voyage, que je fais de la clinique au Nunavik. Donc, c'est à travers cette expérience-là. Puis au Nunavik, en fait, donc, je visite régulièrement les communautés inuites de la baie d'Hudson, donc pour le centre de santé Inuit-Tivik. Et donc, c'est à travers cette expérience-là, avec les conversations que j'ai pu avoir, avec les observations là, que j'ai pu faire, que j'espère pouvoir vous transmettre là, un petit peu de ce que j'ai acquis là, comme connaissance. Mais effectivement, je pense que mon propos le propos serait mieux étoffé s'il y avait des soignés et des collègues inuits avec nous du Nunavik. Ce sera, on espérera, dans le futur. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est, ça vient de mon expérience là, comme clinicienne au Nunavik. Mais il faut dire que je ne suis pas née, je n'ai pas grandi, je ne suis pas restée de façon continue au Nunavik. Je visite plusieurs fois par année depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est cette expérience-là que je vais vous témoigner. Mais à nouveau, c'est vraiment les Nunavimioutes, les habitants du Nunavik qui sont les vrais experts là, de leur réalité. Je vais commencer à partager mon écran et vous me direz... Est-ce que c'est bon pour... Oui, on voit bien. Parfait. Donc, en fait, la présentation d'aujourd'hui, c'est effectivement une mise en contexte pour penser la réadaptation dans les communautés inuites du Nunavik. Et puis, bon, comme c'était dit dans l'annonce, l'idée, c'est vraiment de mieux connaître les contextes historiques, socio-économiques, politiques, institutionnels et culturels du Nunavik, pour essayer d'avoir des stratégies là, pour offrir des soins cliniques plus soucieux de la réalité des communautés inuites, mais aussi des enjeux auxquels ils font face et puis de la résilience qu'ils démontrent. Je voudrais, bon, ça a été souligné qu'aujourd'hui, le 30 septembre 2001, se tient la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, je voulais aussi le souligner. Donc, c'est une journée qui veut être en hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones. J'ai pris une photo la semaine dernière, donc l'image que vous voyez, c'est le logo de Every Child Matters, qui était sur un avion de Air Inuit que j'ai pris la semaine dernière. Donc, c'est la photo qui est ici. Je vais aussi souligner que, bon, j'imagine une majorité d'entre vous savez que cette semaine, c'est aussi l'anniversaire du décès de Mme Joyce Echaquan. Donc, c'est aussi honorer sa mémoire. Et enfin, je veux reconnaître que notre rencontre se situe sur un territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka est le gardien traditionnel des terres et des eaux où l'on se réunit aujourd'hui. Les objectifs de la présentation, donc, c'est vraiment essayer de vous présenter là, certaines réalités des communautés du Nunavik pour trouver des pistes là, pour adapter le travail, en particulier en réadaptation pour les membres de ces communautés. Puis c'est aussi d'essayer de penser le travail de l'Alliance thérapeutique dans les soins en réadaptation avec cette population-là. Et c'est là où je sais que plusieurs d'entre vous travaillent en réadaptation, donc je pense que ça va être intéressant au niveau de la discussion, là, parce que moi, comme je vous le disais, je ne suis pas une experte du domaine de la réadaptation, mais je pense qu'à travers la discussion qu'on aura à la fin, bien, ce serait intéressant là, de voir comment tous ensemble penser ce travail de l'Alliance thérapeutique.
Le plan de la présentation, je vais commencer par quelques points de repère, ensuite un survol des contextes historiques, socio-économiques, politiques, institutionnels et culturels. Ensuite, ça va être un regard sur la clinique en essayant justement d'interroger peut-être des particularités du soin en réadaptation. Et enfin, toucher brièvement aux notions de sécurisation, compétences et humilité culturelle et avoir une petite discussion là, sur la posture, sur nos postures, là, notre posture comme soignant. Donc, pour commencer avec quelques points de repère, je voulais juste une précision sur les noms, parce que je sais que ce n'est pas toujours clair pour tous. On parle de premier peuple ou autochtone. Les deux noms, les deux nominations sont d'après moi, actuellement considérées assez respectueuses. On a entendu beaucoup autochtone au Québec. Maintenant, on entend davantage aussi premier peuple. Il y en a qui préfèrent ces termes-là. Mais c'est pour dire que dans ce groupe, donc premier peuple autochtone, on retrouve trois groupes. Les Premières Nations, les Inuits, sur lesquels mon propos là, va se centrer, et les Métis. On va se centrer sur les Inuits, mais je voulais quand même pouvoir vous présenter très, très brièvement les 11 nations autochtones du Québec. Ici, il y a une carte avec chacun des points représentant une des 55 communautés autochtones du Québec, avec par couleur là, les différentes nations. Donc, si on regarde un peu plus près, on a les Naskapi, les Inuits, Mi'kmaq, Wolastoqiyik, Malisit, les Wendat, Abenaki, Kanien'kehá:ka, Atikamekw, Anishinaabe, Cri et You, et enfin les Inuits dont on va parler davantage aujourd'hui. Je voulais commencer donc par quelques éléments d'histoire et j'ai mis l'image là de ce livre, Indigenous People Atlas of Canada, qui est paru en 2018, pour souligner comment, dans le passé, trop souvent, en fait, l'histoire des Autochtones, des premiers peuples, était racontée par des non-autochtones. Et cet ouvrage, c'est vraiment une initiative qui a été faite, en fait, en collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour qu'eux-mêmes puissent raconter leur histoire. Alors, j'ai essayé de m'en inspirer. Si on regarde l'histoire au niveau plus du Nunavik, l'idée, c'est qu'on découvre une histoire riche et complexe dont la clinique est tributaire. Donc, une clinique qui est portée par les traditions, mais qui est aussi marquée par la colonisation. Et c'est là pourquoi, en fait, je tenais à parler là, du contexte historique aujourd'hui, parce que je pense que ça imprègne notre clinique. Ça nous invite à nous informer justement à la fois des traditions, parce que, par exemple, les traditions de la chasse, de la pêche sont encore des choses très, très, très importantes pour les gens du Nunavik aujourd'hui. Par exemple aussi, on pense aussi à leur réseau social. Donc, en fait, il y a la famille nucléaire, oui, qui est importante, mais il y a aussi la famille étendue et différents membres de la communauté aussi qui vont être très importants. Mais c'est aussi penser à l'héritage beaucoup plus négatif de la colonisation et des traumatismes liés à ça et comment ça imprègne aussi notre clinique. Pour commencer vers les origines, ce qu'il faut voir, c'est que les premiers peuples, donc, ont occupé le territoire, ont habité le territoire depuis longtemps. Les Premières Nations ont occupé le territoire canadien de manière continue depuis 14 000 ans avant Jésus-Christ. Les Inuits, eux, ont migré vers le Canada en traversant le détroit de Bering à des moments où c'était glacé. Donc, en deux phases. Donc, une première phase qui a eu lieu 8 000 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite, une deuxième phase où les Tuléens ont aussi migré en suivant les mêmes routes depuis l'ouest vers l'est. Et les Tuléens, eux, sont arrivés plutôt vers il y a 800 000 ans, mais il y a eu aussi pour les Inuits une occupation du territoire en continu.
Les Inuits au Canada, en fait, sont répartis dans 4 régions, ce qu'on appelle, ce qui est nommé, là, les 4 régions ensemble, le Inuit Nunavut, ou des Inuits leur territoire. Donc, il y a le Inuvialuit, le Nunavut, qui depuis 1999 est un territoire en soi avec un gouvernement, le Nunatiavut, qui est au Labrador, et enfin le Nunavik, sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, qui est la partie inuit au Québec. Avant la colonisation, donc juste pour avoir un petit peu une idée de comment se passait, donc la vie était souvent nomadique. Les gens se déplaçaient souvent par quelques familles ensemble en suivant les troupeaux, les animaux, au niveau de la nourriture. Et quelques fois par année, souvent 2 fois par année, surtout au solstice, ils se retrouvaient à un plus grand groupe ensemble, ça pouvait être 100, 200 personnes, ensemble dans des lieux particuliers pour célébrer ensemble et se retrouver. Donc, la vie s'accordait aux saisons, dans un quotidien de chasse, de pêche, de cueillette, de confection. On aurait la vie, le territoire et la famille. C'était ponctué de célébrations et de rites et empreints de spiritualité. Chez les Inuits, on pense... donc, la spiritualité était portée par le chamanisme. J'ai mis ici, puis ça, je vais ponctuer ma présentation là, des fois de références à des livres ou à des films que vous pourriez vouloir aller consulter là, pour ceux qui seraient intéressés à pousser un petit peu plus loin. Et pour avoir une image de la vie avant la colonisation et aussi au détour de la colonisation, j'ai mis deux ouvrages, Sanaak de Mitiarjuk Napaaluk, qui raconte donc la vie de cette femme Sanaak, justement, là, dans son quotidien au Nunavik, et Kukum, donc peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler donc, de ce roman par Michel Jean, qui lui se situe pas au Nunavik, c'est en fait Michel Jean est Innu. Et donc, c'est aussi un récit autour à la fois d'éléments pré-colonisation, mais et aussi à travers la colonisation. Quelques repères au niveau du temps là, pour la venue des Européens au Nord. Donc, vers les années là, 1500, 1600, les baleiniers et les commerçants commencent à venir au Nord. La pêche intensive aux baleines par les Européens, c'est vraiment plus dans les années 1700. Il y a Martin Frobisher, qui est le premier explorateur à visiter l'Arctique en 1576. Henri Hudson, qui en cherchant le passage du Nord-Ouest en 1610, est le premier Européen à parvenir à la baie d'Hudson, qui porte son nom. Les premiers missionnaires établissent une mission au Labrador en 1771. En fait, dans les autres régions où sont les Inuits, c'est plutôt 100 ans plus tard que là, les missionnaires sont venus s'établir. La carte ici représente la terre de Rupert. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant la colonisation, il y avait une grande emphase, un grand intérêt pour le commerce des fourrures. Et en 1868-69, la Grande-Bretagne a acheté la terre de Rupert et a transféré la propriété de cette terre de Rupert au Dominion du Canada qui était juste créé, mais sans le consentement des premiers peuples. Peu de temps après, 1876, c'est la loi sur les Indiens, ou en anglais le Indian Act, qui considère les Autochtones comme des mineurs sous la responsabilité du gouvernement. Et c'est vraiment une loi, et ça c'est très important, c'est vraiment, bon, on sait qu'elle est encore en vigueur, il faut la transformer, il faut qu'elle soit réformée. C'est un long processus, mais c'est vraiment une loi qui est vraiment venue nier l'identité autochtone, qui voulait transformer les enfants autochtones en enfants non autochtones, et était clairement dit de tuer l'Indien dans l'enfant. Une particularité pour les Inuits, c'est que, en fait, les Inuits ont longtemps été oubliés. Ils étaient au nord, loin, et c'est vraiment en 1938 qu'ils ont été davantage intégrés à la loi sur les Indiens.
Puis, on continue, donc là, on parle de la loi sur les Indiens, on parle donc de cette... c'est très lié aussi au système des pensionnats. On a quand même entendu parler davantage là, dernièrement. Il faut voir que les pensionnats autochtones, donc c'est quand même une période 1870 à 1996, donc c'est tout récemment que les derniers pensionnats ont été fermés. Et dans ces pensionnats, donc plusieurs enfants, adolescents, y ont vécu des abus physiques, psychologiques et ou sexuels. Leur identité autochtone était dénigrée. Moi, je me souviens d'une collègue à Tikamek qui me disait, si on était pris à parler notre langue, ils nous mettaient littéralement du savon dans la bouche pour nous faire qu'on ne parle plus, puis dénigrer notre langue. Il y a beaucoup de disparitions d'enfants et de jeunes, au moins 3200. On sait qu'avec les tombes anonymes découvertes, là, on pense qu'il pourrait aussi y en avoir davantage. Dans ce système des pensionnats, il y a eu 130 écoles au Canada et environ 150 000 enfants qui ont été dans ces pensionnats d'enfants autochtones. Au Québec, il y a eu 12 pensionnats et foyers fédéraux qui ont été ouverts entre 1937 et 1991. Là, c'est une carte qui les montre, ces 12 pensionnats. En bleu, c'est qui était géré par les catholiques, géré par les oblats. En vert, anglican. Et en rouge, c'était géré par le fédéral. Donc, ce n'était pas sous une confession religieuse particulière. Pour préciser, donc, au Nunavik, on parlait plutôt de foyer fédéral et ça a été environ entre les années 1900, ça a commencé à peu près, je pense, en 49, puis ça a été jusqu'à à peu près 71. Les 4 n'ont pas été nécessairement toujours en fonction, mais c'est les années là, où il y a eu les pensionnats. Je voudrais en fait souligner 3 traumatismes importants, particuliers pour les Inuits et le Nunavik, mais c'est plus large là, que le Nunavik, mais c'est particulier pour les Inuits. Le premier, c'est que pendant la guerre froide, donc au début des années 50, puis là, vous allez voir qu'en nommant les 3 traumas, là, je parle beaucoup des années 50, des années 60, donc il y a énormément de choses qui se sont passées pour les Inuits à ce moment-là. Donc, pendant la guerre froide, le gouvernement canadien a déplacé des Inuits de Inukjuak, c'est ici là, le trait part d'Inukjuak, et de Mitimatalik, qui est connu aussi sous le nom de Pond Inlet. Donc, ils les ont déplacés vers le Haut-Arctique. Donc, ici, c'est Kaohsiung ou Resolute Bay. Ils sont allés aussi à Grise Fjord. Et c'était vraiment pour que le Canada exerce sa souveraineté sur cette région. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit aux Inuits. On a dit aux Inuits que là où ils habitaient, il commençait à y avoir trop de personnes, il n'y avait pas assez de nourriture, donc on allait les envoyer plus au nord, où il y allait avoir beaucoup de nourriture, à la fois pour chasser et pêcher. Mais de fait, ils sont arrivés là. Puis on leur a dit aussi qu'il resterait très peu de temps, comme 2 ans. Ils les ont amenés en bateau. En fait, c'est plusieurs familles là, de Inukjuak. Il y a à peu près 87 Inuits qui sont partis à ce moment-là. Il n'y avait pas du tout la nourriture escomptée. Ils ont vécu énormément de famine. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça les déplaçait quand même. Donc, dans un endroit où 3 mois par année, il y a la noirceur. Et ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués de chasser dans la noirceur. Donc, il y avait toute une réadaptation à faire. Même s'il y avait un poste de la GRC qui était à quelques kilomètres de là, il y avait une interdiction pour donner aux Inuits de la nourriture et les Inuits n'avaient pas le droit de s'approcher. Mais même à ça, il y a quand même aussi des femmes qui ont été abusées sexuellement. Au départ, il n'y avait pas d'école pour les enfants, ouvert seulement plus tard. Et
ils ont été laissés là pendant des décennies, là, souvent deux, 3 décennies. Il y a des familles qui sont revenues ensuite à Inuvik et il y en a qui sont restées. Un deuxième trauma, c'est l'abattage massif des chiens de traîneau, à nouveau dans les années 50-60. En fait, le gouvernement considérait qu'il y avait des risques. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait des risques d'épidémie et d'agressivité de ces chiens-là. Et donc, pour des motifs de sécurité publique, il fallait abattre les chiens. Les Inuits, comment ils l'ont compris, c'était beaucoup plus de les sédentariser. C'était au moment où les villages étaient formés. Et donc, en fait, d'abattre les chiens de traîneau, ça faisait qu'ils ne pouvaient plus aller sur le territoire pour chasser donc, de la façon traditionnelle. Et il y a eu vraiment énormément de chiens qui ont été abattus en très peu de temps. Le gouvernement québécois a offert ses excuses en 2010. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2001, il y a une course annuelle qui s'appelle Ivaka et qui est là pour revitaliser la tradition des chiens de traîneau. Et l'image est donc au Miwok, les chiens là, qui attendent avant le début de la course et qui sont nourris par les maîtres inuits. Le troisième élément, c'est l'épidémie de tuberculose et sa gestion dans les années 50 et 60. Je vous mets ici l'affiche d'un très beau film qui s'appelle « Ce qu'il faut pour vivre ». Et c'est le récit justement d'un homme inuit qui vient dans un sanatorium, qui est envoyé dans un sanatorium vers Québec. Étant donné là, la tuberculose. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, le fameux bateau CD House se promenait de communauté en communauté. Il y avait un médecin sur le bateau, un rayon X, et puis les habitants étaient invités à venir sur le bateau. Et ceux qui, avec le rayon X, montraient des signes de tuberculose, eh bien, on les envoyait directement au sud. Et très souvent, en fait, ils n'avaient même pas le temps le loisir de dire au revoir à leur famille, mais on les amenait au sud dans un lieu très peu familier là, pour eux. On avance dans le temps pour parler de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Donc, en 1975, les Inuits et les Yukri ont signé avec le gouvernement du Québec cette convention. Et l'affiche ici du film « So That We Can Stand », paru en 2015, en fait, et c'est un très beau film qui a été fait sur la vision inuite de la signature de cette convention-là. Je vous invite à aller le regarder. Et comme ils étaient donc dans la convention, c'est donc que ces deux nations autochtones étaient maintenant conventionnées. Il y a aussi les Naskapi qui ont signé en 1978 une convention similaire. Donc ça, c'est les 3 nations qui au Québec sont dites conventionnées. Ça signifie, puis ça c'est intéressant pour nous au niveau des soins de santé, c'est que les soins de la première ligne sont gérés par cette convention et donc doivent être donnés en collaboration avec le gouvernement du Québec, alors que pour les autres nations, c'est le fédéral. Ça signifie donc qu'au Nunavik, on a dans chaque communauté un CLSC. On avance dans le temps. 1990, c'est la crise d'Oka. Autour, en fait, de un promoteur qui veut faire un terrain de golf sur des terres qui sont considérées par les Ganyan-Ganaga comme des terres sacrées. Ça mène à la Commission royale sur les peuples autochtones qui vraiment révèle toute l'ampleur et la réalité des pensionnats et du racisme. Et en 2008, le gouvernement fédéral offre des excuses, mais tout ça aussi mène à la commission Vérité-Réconciliation, d'où la journée nationale là, maintenant, qui était une recommandation.
Et donc, cette comité Vérité et Réconciliation a remis son rapport final en 2015 où est nommé le génocide culturel. Donc, tout ça pour vous donner l'idée que la colonisation, c'est vraiment un déterminant majeur de la souffrance vécue aujourd'hui par les Autochtones en raison des politiques historiques, les pensionnats, les pratiques sociales, les déplacements, perte d'autonomie, oppression politique, contrôle bureaucratique. Donc, je nommais que la commission Vérité et Réconciliation donc, avait conclu un génocide culturel. Plus récemment, en 2019, il y a eu 2 rapports d'une enquête, une commission, donc l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, qui a conclu donc à des abus et violations des droits humains et des Autochtones de façon persistante et délibérée. Et enfin, la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, connue sous le nom de la Commission Vient, a parlé de discrimination systémique. Et juste un mot pour dire donc en termes de souffrance, il faut vraiment penser à la souffrance au niveau du bien-être et de la santé mentale. C'est sûr, c'est mon domaine, là, mais je pense que cet élément-là est aussi très important quand on pense aux soins en réadaptation. Ça va aussi marquer comment les gens vont se sentir dans nos soins. Donc, il faut, d'après moi, y penser. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est toute la résilience des peuples autochtones, des premiers peuples. Donc, il y a vraiment aussi des mouvements qui se sont mis en branle, des initiatives des premiers peuples. En 2012 a commencé l'initiative, bon, je l'ai mis en anglais, Idle No More, ou en français, jamais plus l'inaction. J'ai l'impression qu'on le connaît un petit peu plus, qu'on entend un petit peu plus peut-être Idle No More. Ça a été déployé par des femmes de la Saskatchewan, des femmes autochtones de la Saskatchewan, en contestation à un projet de loi qui voulait diminuer la souveraineté des Autochtones sur les eaux navigables. Et ça a pris des proportions, donc ça a grandi, ce mouvement-là qui est encore actif. Et il y a aussi une part de ce mouvement qui est au Québec, entre autres, avec Mélissa Molène-Dupuis, Lydia Larivière. Maintenant, si on pense au contexte socio-économique, un petit mot là, pour situer les communautés du Nunavik. Donc, j'ai mis l'igloo ici au milieu. En fait, je disais, c'est vraiment les villages ont commencé, les gens ont été dans les villages, surtout depuis les années 50. Fait encore dans les années 50, il y avait des gens qui naissaient dans les igloos. Il y a encore quelques personnes au Nunavik qui sont nées dans un igloo. Mais aujourd'hui, ça c'est plus là, ça c'est Salouit, donc c'est plus ce à quoi ressemble un village avec des enfants qui jouent. Je vous mets ici donc la carte du Nunavik où on a les 14 communautés qui sont au Nunavik et j'ai mis à chaque fois, en fait, c'est des chiffres de 2019, donc la population pour chaque village. Ce qu'il faut voir, donc Kujua, qui est le plus gros village, avec Povornituk, c'est les 2 endroits, je dirais, plus tard qu'il y a les hôpitaux. Et ensuite, bon, il y a Inukjuak qui est assez gros, Salouit. Ensuite, on a des villages qu'on pourrait dire un peu au milieu, là, avec Kangirsuluaduak, Kangirsudjuak, aussi, bon, Kujuarapik 700, Kangirsuk 600, Apaluk 657. Puis ensuite, il y a vraiment des villages qui sont un petit peu, qui sont plus petits, Omiwa, Kivuivi, Huartak, Tassiwak et le plus petit, Aopaluk, donc seulement à peu près 200 personnes. Les réalités donc, de ces villages-là, je vous mets l'avion avec un petit peu de blizzard quand même ce jour-là pour mentionner que finalement, pour rejoindre ces communautés-là, donc il n'y a pas de route entre les communautés, il faut y aller en avion, bon, à moins d'y aller en bateau.
ou parfois, bon, dans des communautés proches, là, certaines personnes au Nunavik vont le faire en skidoo. Mais certainement, ben, ça fait que c'est des communautés assez isolées géographiquement, où le temps peut être variable. Et aussi, c'est la toundra. Hein? Donc, en fait, quand ils viennent au sud, quand ils viennent dans nos services au sud, il faut penser que c'est quand même un des paysans assez majeur. Pour essayer d'illustrer un petit peu ce qu'il y a dans les communautés, bon, en pensant là, aux soins d'adaptation, au niveau des activités, il n'y a pas tant d'activités, c'est souvent des petits villages. Il peut y avoir donc un centre, une salle communautaire avec un gym, en général un aréna aussi, fonctionnel en hiver, mais bon, des fois c'est fonctionnel, des fois moins. Très peu d'endroits avec des piscines, mais ce n'est pas toujours aussi fonctionnel. Mais ça s'arrête un peu là. Il y a 2 magasins aussi dans chacun des villages, donc la coop, qui est du mouvement coopératif, et le Northern, qui est plus privé. Donc, je voudrais parler un petit peu des déterminants sociaux de la santé, hein, pour penser là, à ces communautés-là. Donc, ce que je disais, c'est beaucoup des petites communautés. Ça veut dire que les ressources sont limitées. On a des maisons souvent surpeuplées. Il y a un réel problème là, au niveau du logement. Donc, on peut avoir 20 personnes dans une petite maison avec des conditions qui font que, c'est ça, parfois les conditions socio-sanitaires laissent à désirer. Il y a de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, des activités limitées pour les jeunes. Quand on pense aux maisons surpeuplées, là, par exemple, des fois, les gens n'ont pas suffisamment de matelas pour coucher tout le monde. Moi, j'ai vu des fois des adolescents qui dormaient pendant la journée, puis à quelque part, c'était utile pour la famille parce qu'il y avait d'autres gens qui dormaient sur ces matelas-là pendant la nuit. C'est sûr que face à ces considérations-là, bon, tout le lot là, de la négativité, il faut quand même penser aux lieux de bien-être là, qui sont tout aussi importants. Donc, dans la réalité au quotidien, il y a tout un investissement aussi très positif de la vie et du bien-être. Il y a beaucoup de débrouillardise, de partage. Les Inuits sont des gens qui ont un côté très ludique et de créativité. Avec beaucoup de désir là, de procurer le support et de la nourriture traditionnelle à la famille, à la communauté. Dans chacune des communautés, en fait, il y a un garde-manger communautaire et il y a des chasseurs et pêcheurs nommés par la communauté pour venir mettre de la nourriture dans ce garde-manger communautaire où les gens peuvent venir se servir gratuitement. Je donne un petit peu les disparités en santé mentale. Je disais, bon, même si on parle du soin plus en réadaptation aujourd'hui, je pense que la santé mentale est toujours assez présente. Pour dire donc que la colonisation, le racisme, les inégalités dont j'ai parlé et les disparités qui amènent des disparités socio-économiques et des enjeux traumatiques, ça donne vraiment un fardeau disproportionné d'enjeux de santé mentale. Quelques mots pour le contexte politique et institutionnel, donc la gouvernance. La corporation Makivik, qui est l'organisation qui est mandatée pour protéger les droits et les intérêts des Nunavummiut et les compensations financières là, qui découlent de la Convention de la baie James et du Nord québécois, et aussi d'une autre convention qui a été signée en 2007, la Convention de Nunavik Inuit Land Claims Agreement. Il y a un lent mouvement vers une plus grande gouvernance. Il y a un moment où il y a eu un référendum là, au niveau de la population pour demander justement là, éventuellement plus de gouvernance. On ne s'est pas passé, mais il y a vraiment beaucoup de gens là, qui travaillent à améliorer la gouvernance par les Inuits. Si on regarde le système de santé au Nunavik, il y a une régie régionale de la santé et des services sociaux au Nunavik, dont les bureaux sont surtout à Kuujjuaq. En fait, vous vous souviendrez peut-être que les régies de la santé ont été abolies ailleurs au Québec, mais cette régie-là régionale donc, demeure. Comme je disais, il y a 2 hôpitaux au Nunavik. À Kuujjuaq, c'est le centre hospitalier Tulatavik, et à Păvărnituq, le centre Inulitivik.
Je disais aussi qu'il y a un CLSC dans chacune des 14 communautés. Dans les petites communautés, il va y avoir des infirmiers, infirmières en permanence, mais des médecins qui vont visiter souvent une semaine par mois. Dans les plus grosses communautés, là, on va avoir en permanence des médecins et infirmières, infirmiers. On va avoir aussi dans chacune des communautés services sociaux, protection de la jeunesse. Les travailleurs sociaux sont des non-Inuits. Il n'y a pas actuellement là, de travailleurs sociaux Inuits. Donc, ils travaillent avec eux des community workers ou travailleurs communautaires. Je l'ai mis en anglais parce qu'en fait, la langue du sage là, et la deuxième langue vraiment au Nunavik, c'est plus l'anglais. Donc, on peut se référer donc aux community workers. Et il y a dans chacun des CLSC aussi les interprètes. Il y a des soins de psychothérapie qui sont en train de s'organiser, mais il y a encore des manques, là, psychologues, thérapeutes, et aussi développement, donc une équipe bâtie récemment, ergothérapeute, physiothérapeute. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a très peu d'Inuits qui sont dans les professions et en position d'administrateur et de décideur. Donc, c'est au niveau de la gouvernance, c'est aussi un problème. Je suis allée voir sur le site donc, de la Régie pour voir là, au niveau de la déficience et réadaptation physique, dont les services offerts, aide à domicile, soins infirmiers, services psychosociaux, services de nutrition, mais ça, je pense que c'est juste à Kuujjuaq, les services de réadaptation que je nommais, accès à des équipements pour maintenir, augmenter l'autonomie de la personne et assurer sa sécurité, et accès aux programmes régionaux en déficience. Mais il n'y a pas de lieu, là, par exemple, j'ai quelques jeunes qui souffrent de déficience intellectuelle et puis les services sont très limités. Je voulais aussi vous parler d'une initiative, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'initiative Les enfants Inuits d'abord ou Child First Initiative. Pour les Premières Nations, le terme utilisé, c'est le Jordan Principle. Et c'est une initiative qui est financée par le gouvernement fédéral et qui veut donc garantir l'accès pour les enfants inuits aux services au niveau de la santé, services sociaux, services éducatifs, au moment et là où ils en ont besoin. Donc, on peut demander un financement du fédéral pour offrir des soins, mais ça, c'est pour les enfants. C'est toute l'idée, justement, du principe de Joyce, Madame Echaquan, en fait, pour qu'il y ait aussi une ouverture à offrir davantage de soins aussi pour les adultes. Quand les patients viennent au sud, je ne sais pas si vous connaissez donc le centre Olivik, qui est situé à Dorval, près de l'aéroport. Donc, quand les patients viennent au sud, s'ils ne sont pas hospitalisés, s'ils viennent pour des rendez-vous en externe, donc c'est là qu'ils vont loger. À Olivik, il y a entre autres, par exemple, des patient navigators, des navigateurs pour les patients qui peuvent orienter les patients dans les services et qui peuvent aussi servir d'interprètes. Quelques mots pour parler de la question de la culture. Alors, je ne vais pas vous décrire là, ici toute la culture inuite, mais peut-être parler de certains ancrages qui peuvent être intéressants pour la clinique. La première chose, c'est l'importance de la langue. Bon, Sunauna Inuktitut, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est en Inuktitut? Donc, l'Inuktitut est parlé à un très fort pourcentage au Nunavik. En fait, c'est même là, au Canada l'endroit où c'est parlé le plus. Donc, à 95-96% de la population de la maison va parler Inuktitut. La deuxième langue, comme je le disais, c'est beaucoup plus l'anglais, mais il y a une certaine quantité de patients qui vont comprendre et parler le français, de patients ou de membres des communautés. Mais dans l'importance de la langue, donc, on va passer à l'importance des interprètes que je nommais, là, qui sont dans tous les CLSC. Mais c'est aussi de comprendre comment fonctionne la langue. Juste un petit exemple, quand nous, on pose une question avec un négatif,
Par exemple, si je demande, je prends mon chapeau là, de pédopsychiatre, si je dis tu n'as pas d'idéation suicidaire, j'ai mis un négatif. Si la personne me répond non, je vais comprendre qu'elle n'a pas d'idéation suicidaire. Mais les Inuits vont répondre exactement à la question. Donc, si la question inclut un négatif, ils vont répondre oui. Oui, c'est-à-dire je n'ai pas d'idéation suicidaire. Donc, il faut des fois, il y a des choses où bien comprendre comment la langue se bâtit, c'est important pour éviter les quiproquos ou les incompréhensions. Quand on parle de la culture, ce qu'il faut voir, c'est, bon, je vous ai parlé de l'importance des traditions, chasser, pêcher, camper, coudre, broder, sont encore des choses très, très actuelles. Et ces traditions coexistent avec un tissu social aussi contemporain qui inclut des choses comme les réseaux sociaux. On sait que les cultures sont des systèmes ouverts, donc il y a vraiment, et chacun va se positionner peut-être différemment par rapport à sa propre culture. Comme je vous ai dit, bon, il y a énormément de choses qui sont passées, entre autres dans les années 50, 60 pour aux Nunavik. Donc, beaucoup des changements structuraux, en fait, très rapides. Et avec la colonisation, bien, des expositions aux pratiques et systèmes religieux, éducatifs et de santé qui viennent du Sud. Donc, c'est vraiment une coexistence de tout ça. Une chose très importante au Nunavik, pour les Inuits, et dans la culture inuite, c'est le territoire. En fait, le territoire est vraiment ce lieu apaisant et nourrissant. D'ailleurs, la nourriture traditionnelle est considérée comme quelque chose de très important au niveau de la guérison. Et en soi, le territoire est vraiment, il y a un lien très fort, le porteur de santé. On parle du territoire, il faut parler des changements climatiques. Et là, la recherche commence à montrer qu'il y a un lien entre les changements au niveau environnemental et du climat et la santé et le bien-être, particulièrement chez les jeunes. On parle qu'à cause des changements climatiques, il y a une diminution de l'accès sécuritaire au territoire. Moi, dans les dernières années, j'ai entendu parler de différents accidents de gens qui passent à travers la glace à des moments où ils pensaient que la glace était encore suffisamment solide. Et c'est aussi, s'il y a moins d'accès au territoire, c'est moins de transfert des connaissances des aînés vers les jeunes, parce que c'est souvent au territoire, pendant les moments de camping, par exemple, que ces transferts-là de connaissances vont se faire. Donc, si on vient à la clinique, le temps file. Ce que je voulais, peut-être une première chose que je voulais discuter, c'est comment la conception du bien-être chez les Inuits et beaucoup de peuples autochtones est écosystémique. Et il y a vraiment les aspects émotionnels, spirituels, physiques et mentaux sont très intégrés. Donc, on ne parle pas beaucoup de l'un sans les autres. C'était un premier point, mais et là, je vais être intéressée là, de vous entendre aussi quand on aura la discussion là, autour justement de ce que vous pensez par rapport aux soins en réadaptation. Et ce que je me suis posé en préparant la présentation, c'était, c'est quoi la représentation? Qu'est-ce que ça peut être la représentation d'un handicap? Et des soins en réadaptation au Nunavik. Donc, comment le handicap est accueilli dans la communauté, comment, quand une personne souffrant d'un handicap revient dans la communauté, comment elle est accueillie. Et mes observations, lorsque j'ai pu observer, j'ai vraiment l'impression que les changements de capacité chez quelqu'un vont trouver rapidement un accueil favorable, puis la famille va s'adapter assez rapidement finalement à ces différences de capacité.
Bon, c'est sûr que c'est les gens, les soignés, là, qui pourraient être en mesure de mieux indiquer là, comment ils se sentent. Euh, euh, et je pense que c'est ça. Ça va être important, je pense, de poser des questions justement comme comment ils voient le retour dans la communauté pour voir bien, quelles adaptations il va y avoir besoin, à quoi on doit penser en fait pour le retour en communauté. Et aussi, bien, est-ce qu'ils sont familiers avec les soins de réadaptation? Est-ce que la communauté est familière avec ça? Et l'autre question, ben, c'est à quoi s'attend-on du traitement? À quoi les Inuits vont s'attendre du traitement? Je sais que quand je suis au Sud, bon, ça c'est dans ma pratique en pédopsychiatrie, je vais rencontrer énormément de familles où la performance va être très importante. Cet élément-là est moins souligné au Nord. On va accueillir plus je pense qu'on a moins le focus là, sur avant tout la performance. Et à ce moment-là, ben, des écarts qui sont peut-être moins grands au niveau d'incapacité vont être plus tolérés. On va peut-être moins avoir l'idée d'avoir besoin là, de tout, que toutes les incapacités soient guéries ou je pense par exemple à des jeunes là, qui ont eu des traumas crâniens. J'en ai plusieurs là, qui sont assez bien revenus, mais qui restent des petites choses. Et puis, mais la famille va beaucoup s'adapter aux petites pertes de mémoire, à l'attention. Un autre point à souligner, c'est d'essayer de penser, en fait, à la fois comment les soins sont expérimentés, mais aussi comment sont imaginés. Donc, en fait, c'est quoi les expériences de soins que le soigné, ses proches, sa communauté ont vécues? Donc, il y a les soins expérimentés pour soi-même, mais il y a aussi ce dont on a entendu parler. Et aussi ce que l'on imagine. Et je pense que l'engagement dans les soins, puis la façon dont on va se positionner par rapport à les soins peut être influencé par tout ça. Puis dans cet imaginaire ou dans cet expérientiel, bien, il peut y avoir ce qu'on a vécu au sud mais et au nord, et ça peut être différent. Et aussi, je mets comment l'accompagnement vers les soins se fait-il? Est-ce que justement la personne, est-ce qu'elle a été accompagnée d'un de ses proches ou d'une connaissance en étant au sud où elle était toute seule? Le confort pour recevoir les soins peut être très différent. J'ai beaucoup parlé là, des traumatismes avant dans la période plus historique. Et je pense qu'il faut justement que nos soins tiennent en compte les traumatismes subis. Dans l'expérience qui mène à un problème de nécessitant une réadaptation, puis bon, je vous entendrai sur ça, mais j'ai l'impression, bon, il peut y avoir des accidents, peut-être s'il y a eu une histoire de violence, tentative de suicide, des pensées imprécis, ou un problème médical grave ou complexe avec beaucoup d'inquiétudes importantes quant à la survie. Et il faut essayer de penser que s'il y a des éléments assez traumatiques autour de cet événement-là, ça va laisser les gens avec possiblement beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, et ils vont avoir tendance peut-être à réagir beaucoup au niveau des soins, puis des fois des réactions qu'on aura de la misère à comprendre. Mais il faut, après ça, essayer de se remettre dans leur peau, puis comprendre qu'est-ce qui peut engendrer là, des fois des réactions là, de grande anxiété ou de réticence. Mais, bon, comme j'ai parlé dans la section historique, il y a aussi des vécus traumatiques là, dans les communautés qui peuvent être là avant l'événement qui a mené au problème. Puis des fois, ça fait ressurgir là, ces traumatismes-là. Et donc, un élément là, qui est à penser, c'est qu'il y a beaucoup de traumas intergénérationnels dans ces communautés-là. Donc, c'est les effets du trauma qui est transmis des parents ou des grands-parents via les parents jusqu'aux enfants. Et ça apporte une vulnérabilité aux symptômes post-traumatiques, à une détresse psychologique, aux difficultés de s'adapter aux expériences qui sont stressantes, puis ça peut avoir des effets significatifs sur la santé et la santé mentale.
En ce sens-là, je voudrais souligner aussi un élément là, au sujet de l'usage de substances, parce que je sais que pour un certain nombre de patients, entre autres, qui viennent au Sud, des fois, c'est un enjeu. Des fois, au niveau des services, bon, il y a faut savoir là, quoi faire et comment aborder là, quand quelqu'un devient un petit peu plus fragile au niveau de l'abus des substances. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est, oui, un défi pour les communautés, mais c'est quelque chose que les gens ont très à cœur. Et qu'il faut comprendre, je pense, dans toute l'historique bon, là, on parle du Nunavik, et donc de ce que je vous exprimais, de la colonisation et des traumatismes. Il y a eu beaucoup d'oppression, des enjeux traumatiques qui ont souvent été pas traités, pas reconnus. On commence à peine, on souligne davantage l'histoire des pensionnats maintenant, mais longtemps, ça a été oublié. Donc, cette détresse était assez cachée. Et beaucoup de cette détresse, en fait, a fait qu'il y a eu un risque d'abus de substances et en plus, très peu de ressources pour le traitement des abus des substances. Et les enjeux de santé mentale sous-jacents. J'ai beaucoup de gens où j'ai l'impression qu'ils traitent une dépression, ils traitent une anxiété avec, en essayant d'utiliser ce qu'ils ont sous la main, donc les substances. Mais évidemment, il faut voir, c'est vraiment pas tous, et il y en a qui vont se traiter en allant sur le territoire, en allant chasser, pêcher. Mais il faut toujours se rappeler que les communautés, les familles sont conscientes de cet enjeu-là et que l'abus de substances, ce n'est pas ce qui les définit, mais qu'on a des fois eu beaucoup tendance à projeter, à avoir cette projection négative qui a été souvent souvent véhiculée et empreinte de racisme. Et donc, à nouveau, souligner qu'il y a beaucoup de défis qui rencontrent souvent les patients qu'on voit, mais qu'il y a une bonne dose de résilience. Là, je parlais là, avant ça d'éléments d'investissement de côté positif. Juste souligner aussi, bon, à part le territoire, on peut penser les liens sociaux sont extrêmement c'est quelque chose où que les gens vont bien vont entretenir beaucoup. L'engagement dans les soins, parce que, bon, et ça, on pourra en reparler là, au niveau de tout ce qui a trait à l'alliance thérapeutique. Ce qui, je pense, il faut penser, c'est que l'engagement dans les soins, ce n'est pas seulement au début du soin, mais c'est vraiment un processus qui peut se passer là, sur le long terme. Et ça va être ce qui va favoriser un engagement dans les soins, bien, ça va être en fait quel accueil on offre à ces patients qui viennent du Nunavik. J'ai parlé de l'importance de la langue et de la communication, hein, comment est-ce qu'on communique. Donc, essayer le plus possible d'avoir, de pouvoir avoir des interprètes. Le lieu, à quoi ressemble le lieu? Est-ce que c'est un lieu complètement non familier? Quand je vous disais qu'ils descendent du sud, du nord au sud, c'est vraiment un grand dépaysement. Une chose qui est intéressante aussi, comme je vous disais, la nourriture traditionnelle est vraiment quelque chose qui est vu comme très important au niveau de la guérison. Donc, est-ce qu'au sud, justement, est-ce qu'il y a un accès à cette nourriture traditionnelle? Parfois, les familles vont en apporter pour leurs membres là, qui sont en ce moment en soins au sud. Des balises pour essayer d'établir donc un sentiment de confort, d'accueil. Souvent, ce que je trouve, c'est que les gens vont venir en consultation, mais ils n'ont pas nécessairement été complètement avertis de la raison de la consultation. Et ça, je pense qu'au début d'une consultation, c'est toujours important de revoir avec eux comment ils ont compris, comment nous, on comprend la consultation, parce que des fois, là, faut voir qu'il y a eu des problèmes de communication. Et en essayant de penser aux soins en réadaptation, je me disais, bien,
dans bien des cas, le soin en adaptation, ça s'établit avec le corps. Donc, un corps qui est souvent meurtri. Quand on pense à l'importance d'aller sur le territoire, ben, c'est un corps en forme qui nous permet en général d'aller sur les territoires. Et moi, ce que je me suis posé comme question, en fait, quand le corps devient plus meurtri et qui nous permet moins d'aller sur le territoire, quel est cet espace de deuil parfois qui peut être assez, je pense, éprouvant? Parce que le territoire convoque une part importante là, du vécu pour eux. Et le soin et la guérison passe beaucoup par le relationnel. Les gens vont investir énormément le relationnel. Donc, je pense que dans nos soins, c'est quelque chose vraiment beaucoup à investir. Il faut penser qu'on a aussi des alliés, on n'est pas seul là, dans le soin. J'ai mis davantage de personnes au nord qu'au sud. Hein. Souvent, les gens, quand ils se retrouvent au sud, bon, je parlais des fois, ils peuvent être accompagnés d'une personne de la famille, de l'entourage. Parfois, il peut y avoir un patient navigator, mais ils peuvent se retrouver davantage seuls qu'au nord où il y a éventuellement davantage. Puis je parlais des community workers qui peuvent être là, mais il ne faut pas hésiter à essayer de communiquer par téléphone ou au CLSC pour essayer de voir s'il y a davantage, peut-être d'autres alliés auxquels on pourrait penser. Quelques mots pour nommer les notions, là, une première notion, là, la sécurisation culturelle. Donc, quand je parle là, de tout cet accueil des personnes, l'importance de l'accueil dans les soins, c'est parler de la sécurisation culturelle. La sécurisation culturelle, c'est une approche qui a été développée en Nouvelle-Zélande par des infirmières maoris et c'était pour aborder les problèmes de discrimination et de déséquilibre des pouvoirs dans les rencontres cliniques qui étaient vécues par les Maoris dans le contexte là, de la colonialité. Et c'est une approche qui préconise que le besoin que les services cliniques accueillent les patients des premiers peuples d'une façon culturellement respectueuse, inclusive et leur donnant en fait du pouvoir sur leurs soins. Des concepts connexes, la compétence culturelle et l'humilité culturelle. La compétence culturelle, là, ça consiste à développer une attitude qui inclut l'humilité pour éviter d'assumer une position d'expert sur l'autre, comme si on connaissait tout de l'autre. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que au fur et à mesure de notre travail clinique, en fait, on s'aperçoit qu'on gagne toujours certaines connaissances, mais c'est toujours des connaissances qui restent inachevées. Et donc, il faut toujours être ouvert à avoir cette position pour reconnaître qu'on a davantage à apprendre. L'expertise développée devrait inclure la reconnaissance de la dynamique, des problèmes de pouvoir dans la relation clinicien-patient, ainsi que bon, des environnements là, culturels et en transformation des sujets. L'humilité culturelle, elle, fait référence à un engagement qui est sur toute une vie, finalement, où le clinicien doit être dans un processus d'autoréflexion et d'autocritique de sa position comme clinicien. Comment on peut faire ça? Comment on peut essayer d'avoir des stratégies d'apprentissage sur autour de l'humilité culturelle? Ça peut être, par exemple, par le dialogue avec un patient. Donc, où là, on se met, nous, dans la position d'apprenant, d'expérience d'altérité. Pour ceux qui ont la chance d'aller en communauté autochtone, bien, ça peut être là, de vivre cette expérience-là, de prévoir des espaces de discussion clinique qui favorisent la multidisciplinarité en introduisant des perspectives multiples. Donc, c'est toutes des façons là, d'essayer de pratiquer l'humilité culturelle.
Enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'est sur la posture du soignant. Donc, je viens de parler là, entre moi, ce que je trouve assez important, c'est de toujours garder là, donc cette posture d'humilité qu'on a toujours à apprendre et que le patient devant nous est un expert aussi de sa réalité. Et ça signifie aussi de comprendre quelle est notre propre position. Là, j'ai mis Who are you? C'est parce qu'il y a un moment, bon, je vous disais que l'anglais est souvent plus que le français au Nord. Quelqu'un m'a posé cette question, Who are you? Et dans cette question, c'était qui je suis dans ma profession, mais aussi qu'est-ce que je représente. Je suis blanche. Donc, parfois, c'est important de pouvoir décliner son identité. Et ça m'arrive, pas toujours, mais ça m'arrive de dire, oui, moi, je fais partie, en fait, du groupe qui représente finalement les colonisateurs pour vous. Et en plus, bon, moi, dans ma position de pédopsychiatre, j'ai toute une espèce de pouvoir qu'on a comme médecin. Donc, il faut reconnaître cette position-là et comment on essaie d'établir finalement une relation de pouvoir plus équilibrée avec les patients devant nous. Je pense que aussi, c'était très important, ça m'amène beaucoup quand on reconnaît l'expertise des autres, on pense à une pratique en collaboration. Donc, je pense que ce qui est important, je vous disais, là, les alliés, beaucoup, le travail avec les travailleurs communautaires de la communauté qui ont une connaissance très approfondie de celle-ci. Et aussi les praticiens nordiques, bon, je pense aux médecins, aux infirmiers qui sont au nord, de ne pas hésiter à communiquer avec eux pour avoir aussi leur point de vue. On peut, bon, dans la pratique en collaboration, bon, maintenant, depuis quelques années, on a quand même une télémédecine qui fonctionne assez bien puis qui permet aussi d'établir des ponts. Et je pense qu'en soins d'adaptation, ça peut permettre des fois de pouvoir observer une évolution. Un dernier point avant de conclure, parfois, il faut se rendre compte qu'on fait face à une fracture. Des fois, ça m'arrive que je pense que je comprends un petit peu, j'ai analysé la situation, je comprends là, dans éventuellement la réticence d'un patient à s'ouvrir. Qu'est-ce qui peut jouer dans ça? Je peux nommer des choses, mais parfois, la situation est très complexe pour se résoudre sur le coup. Et des fois, ça ne permet pas. On a des moments où on n'arrive pas à ouvrir sur le dialogue lors d'une première rencontre, puis il faut pouvoir affronter cette impuissance-là. Mais en même temps, il faut toujours, je pense, garder en tête de favoriser aussi la réparation. J'ai multiples exemples où, malgré un moment où ça a été plus difficile une première fois, après ça, le dialogue a pu quand même s'ouvrir. Donc, en guise de conclusion, ce que j'aimerais dire, un petit peu la présentation, j'espère que ça a été une invitation à ce qu'on puisse interroger notre point de vue et notre posture en référence avec toutes les réalités là, que pu vivre les Inuits du Nunavik. Et j'aime cette carte, cette image, en fait, qui est appelée le Québec, la tête en bas, où cette carte, donc, qui montre un autre point de vue de la province, le point de vue, en fait, qui vient du Nunavik. Voilà, merci, Nakourmé. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés. Je vais laisser la chance aux gens, aux participants, de poser vos questions. Donc, vous pouvez soit écrire directement dans le chat si vous avez des questions que je pourrais lire, ou sinon, vous pouvez lever la main pour poser directement votre question. N'hésitez pas, on aimerait bien vous entendre. Et c'est peut-être mieux que j'arrête de partager mon écran. Oui, on peut peut-être faire ça, oui. Il y a toujours une période de silence après une présentation, le temps que les gens mâchent et réfléchissent à une question. Je vais peut-être en lancer une, puis après ça, les autres suivront. Vous avez terminé la présentation avec la question de la fracture. Et peut-être j'aimerais apporter le point de la notion du temps, la gestion du temps. J'ai trouvé ça intéressant que vous disiez
qui parfois, faut laisser la fracture et trouver un moyen de réparer par après et pouvoir intervenir par la suite. Quelles seraient vos recommandations, un peu comment on peut gérer justement le processus ou la période de service ou en tant que thérapeute, comment on gère cette notion de temps, de fracture, de construction, de l'alliance, de réparation pour pouvoir intervenir, faire l'action médicale ou l'intervention clinique qu'on voulait faire en fait en bout de ligne? Comment on peut gérer le tout? Oui, puis là, je pense que ça dépend dans quelles circonstances on est. Hein? Ça va être, je pense que c'est très différent si on est au sud, si on est au nord. J'essaie toujours de voir d'abord, si on a des alliés. Bon, c'est sûr qu'à un moment, des fois, il y a juste laissé un certain temps. Si on n'a pas besoin d'intervenir en urgence, là, il y a quelque chose où peut-être qu'il y a un peu de temps qu'il faut laisser passer avant de revenir. Des fois, on n'a pas toujours le loisir du temps à ce moment-là. Je pense l'idée, beaucoup de voir s'il y a des gens, par exemple, au niveau du CLSC, des fois, je vais aller parler avec les interprètes pour voir, essayer de comprendre un peu plus la situation, puis qu'est-ce qui pourrait nous aider à réétablir le pont. Des fois aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être capable de rétablir la situation. Moi, par exemple, des fois, les gens vont penser que je fais partie de la DPJ, le Service de protection à l'enfance. C'est pas toujours clair, là, avec les différents rôles. Donc, des fois, il faut que quelqu'un réexplique ça. Parfois, il y a des gens qui sont... Parce que moi, dans ma position, des fois, ça peut être comme menaçant à quelque part, là, la psychiatrie. Donc, des fois, j'essaie de faire intervenir, par exemple, des gens qui sont dans une position qui peuvent paraître moins menaçantes au niveau des infirmières, des médecins. Mais c'est ça, c'est très... Je pense que c'est vraiment par rapport à un contexte particulier, là, il va y avoir peut-être différentes façons de faire. Mais si on a le loisir, là, si on est encore avec la personne, il y a beaucoup d'essayer de nommer, d'essayer de comprendre peut-être une colère qui est derrière, de la nommer, puis de dire peut-être que je me suis trompée, peut-être. Donc, de prendre sur soi aussi qu'on a peut-être pas compris quelque chose. Merci. Andréane, je pense qu'il y a plusieurs questions. Je te laisse la parole. Oui, c'est bon, je vais remonter ici. Donc, on a une question ici. Quel type de recherche se fait au niveau de la réadaptation en déficience physique dans le Nord? Je ne sais pas si vous avez, je sais que c'est moins votre domaine d'expertise, mais est-ce que vous avez vu un peu de recherche qui se fait à ce niveau-là? C'est une bonne question. Je n'ai pas de projet en tête particulièrement. Ce serait vraiment plus il doit s'en faire. Je ne suis pas sûre s'il y en a. Je vais dire des choses, mais il faudrait voir. Puis je pense que si quelqu'un est intéressé par ça, ça serait de regarder aussi, par exemple, qu'est-ce qui peut se faire au Nunavut, parce que c'est très proche, là, les réalités. Mais je pense que malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin, si avancé. Les services, comme par exemple, je disais, ergothérapie, physiothérapie, c'est très récent. En ce moment, c'est ça. Ça serait plus mes collègues en réadaptation qui pourraient répondre à cette question-là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'essaie de retrouver. Une question ici. Comment la guérison est comprise culturellement dans les collectivités du Grand Nord en regard du trauma? Donc, le concept de guérison. Le concept de guérison. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, d'une part, je pense que, je parlais là, de la conception du bien-être qui est écosystémique, qui
où on met ensemble là, le mental, le spirituel, le physique, émotif. Donc, la guérison doit passer par cet aspect global. Et souvent, en fait, ça va passer par d'aller sur le territoire. Moi, j'ai des jeunes, je me souviens, là, un jeune qui vivait un deuil d'un membre de sa famille qui était décédé. Et ce que ses oncles ont fait, c'est pour travailler le deuil, ils l'ont amené à la chasse sur le territoire. Et d'après moi, cet aspect-là avait été extrêmement important pour ce jeune-là, là, pour la guérison de son deuil. Et souvent, ce qu'on peut penser, c'est d'essayer de penser en complémentarité les lieux de guérison. Par exemple, j'avais un jeune on était inquiet parce que, bon, il avait vécu un suicide et puis il était assez stressé et pas bien, vraiment pas bien lui-même. Mais ce qui l'aidait, c'était d'aller dans le territoire chaque jour avec un ami pour aller chasser. Puis lui était un peu fragile, puis on sait qu'une des premières choses qu'on apprend là, en psychiatrie, c'est surtout pas d'arme à feu pour quelqu'un qui est un peu fragile, mais lui, c'était un lieu de protection. Et on avait mis en complémentarité qui venait tous les jours parler au médecin et qui allait tous les jours avec son ami sur le territoire pour chasser. Et vraiment, sa guérison pour lui, ça a été vraiment cette complémentarité-là où il a commencé à pouvoir parler davantage, mais aussi qui était vraiment porté par le territoire. Alors, cet élément-là, puis l'autre chose que je disais, là, que j'avais dit par rapport à la nourriture, c'est vraiment quelque chose, mais la nourriture traditionnelle, ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important là, pour la guérison, mais pour toutes sortes de guérison, physique, mentale, spirituelle, certainement important. Je n'ai pas nommé, au niveau de la spiritualité, je n'ai pas détaillé, je n'avais pas vraiment le temps là, de tout aborder. La colonisation m'a amené beaucoup la chrétienté, là, donc pour plusieurs personnes, et puis en fait, le chamanisme a été beaucoup mis de côté, beaucoup démonisé. Donc là, au Nunavik, là, il y a peu de gens qui s'y réfèrent, mais les gens commencent à s'y référer un peu davantage. Mais les gens se réfèrent beaucoup à des pratiques chrétiennes. Et là, ça va être aussi un lieu de guérison. Donc, ce lieu là, spirituel. J'espère que je réponds à la question, là, s'il y a davantage de... Je pense que oui. J'ai juste, dans le fond, dans le chat, il y a des gens qui ont parlé, là, soit qui ont par rapport aux recherches en réadaptation, donc quelqu'un qui dit qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose de spécifique par rapport au Nunavik, puis une autre personne qui a mentionné un article, s'il y en a qui veulent aller voir cet article-là. Puis aussi en termes de commentaires, quelqu'un qui mentionnait, qui recommandait, excusez-moi, qui recommandait le livre « Je suis une maudite sauvagesse » d'Anatanan Kapesh, donc qui démontrait un peu ce choc-là. Donc, c'est d'autres gens qui veulent pousser aussi la réflexion à ce niveau-là avec ce livre-là. Une question un peu dans le même sens de la guérison, mais sur le concept d'autonomie cette fois-ci. Est-ce que vous avez des choses à dire sur comment l'autonomie est perçue dans le fond chez les populations inuites? Puis est-ce que c'est aussi important qu'ici dans le Sud, ce concept-là d'être autonome? Là, en fait, je ne sais pas si c'est l'autonomie au niveau individuel, parce que par rapport à l'autonomie comme nation, là j'avais parlé de la gouvernance, donc il y a les deux, fait que je pense que, puis juste pour souligner, parce que peut-être c'est plus l'autonomie individuelle, mais juste pour souligner, on sait que par rapport au bien-être en santé mentale, que les nations se sentent une gouvernance, ça c'est très important, un sentiment d'avoir une autonomie au niveau de la prise de décision. Ça, c'est extrêmement important pour le bien-être. Il y a une recherche qui avait été faite, puis on voyait que les communautés, les nations qui se sentaient plus autonomes de ce côté-là au niveau de la prise de décision pour leur vie, leur futur, il y avait moins
de suicides dans ces communautés-là que dans d'autres communautés où il y en avait moins. Puis on sait qu'au Nunavik, là, en ce moment, c'est malheureusement là, un des endroits où il y a le plus haut taux de suicide au Canada, là, chez les Inuits en particulier. Donc, si on pense plus à l'autonomie individuelle, effectivement, c'est différent. Et c'est là où, bon, je pense qu'il faut toujours faire attention de généraliser là, une culture. Chacun est aussi un sentiment d'appartenance peut-être différent là, par rapport aux valeurs d'une culture, mais certainement, le collectif est très, très important. Donc, la famille est très importante, la communauté est très importante et ça va, on parle d'une notion écosystémique, donc en fait, la part de soi qui fait partie en fait de l'univers est aussi très importante. Donc, en ce sens-là, je pense que la valeur de l'autonomie est différente de ce qu'on peut voir, nous, au Sud, dans avec beaucoup de focus sur l'individualité. Le focus est certainement, je pense, moins là. En même temps, une chose que je peux dire, par exemple, aux jeunes, bien, comme il y a beaucoup d'enjeux traumatiques, des parents, des fois, qui ne vont pas bien, bien, des fois, les enfants, en fait, sont soit parentifiés ou ont besoin d'être autonomes plus rapidement. Fait que, il y a différents niveau à cette discussion, je pense, sur l'autonomie. Une question complexe. Oui, c'est ça. Mais il y a certainement, souvent dans les cultures, on va voir des cultures plus individualistes par rapport à plus collectivistes. Il y a quand même une tendance vraiment vers l'importance de la communauté, c'est sûr, et de la famille. Merci. Bien, je ne sais pas dans le sens de la première question sur l'autonomie, j'avais l'impression que c'était plus au niveau individuel, mais certainement que la question sur l'autonomie des soins, en fait, a été soulevée plus loin. Donc, c'est intéressant que vous en ayez parlé aussi parce que c'est aussi une question qui était revenue. Une autre question ici, donc, vous disiez qu'il faut comprendre certains enjeux à partir du trauma vécu auquel les Blancs qu'on représente ont contribué. Jusqu'à quel point ils sont évoqués dans les cours sur l'intervention? Est-ce que ça nuit ou au contraire, ça facilite le dialogue et la rencontre? Jusqu'à quel point ils sont évoqués dans les cours de l'intervention. C'est M. Hernandez, vous êtes là, si oui, vous voulez. Ça. Oui, c'est ça, parce que puis je vous dirais, là, les Inuits sont des gens vraiment très accueillants. J'ai rarement senti, peut-être à quelques occasions, là, donc cette distance-là, d'être vu comme la non-inuit. Il y a un terme, le halunat, pour dire non-inuit. Donc, c'est ça. Je sais pas que j'ai toujours besoin de l'évoquer, mais il y a des fois où je sens que pour qu'ils puissent aussi parler, eux, de tout ce vécu traumatique lié à la colonisation, que si je me permets d'évoquer qui je suis davantage, puis de cette position, ça permet d'ouvrir le dialogue vers ça. Je me souviens, en fait, des grands-parents qui avaient adopté donc, un enfant. Donc, je voyais l'enfant avec les grands-parents. Et tous les deux étaient allés en pensionnat. Et je pense qu'en nommant cette position où je suis, ben c'est de le nommer dans le sens de vraiment de dire que je reconnais qu'il y a eu ce passé-là. Et à ce moment-là, je trouve que ça permettait d'ouvrir sur ce dialogue-là. Puis il y a quelques moments là, où ça a ouvert sur ce dialogue-là. Je me souviens une fois dans une famille de Inupiaq qui avait vécu le déplacement. Qui avait vécu le déplacement là, dans le Haut-Arctique. Les grands-parents en parlaient très, très peu, mais c'est les parents d'un jeune qui ont pu dire comment eux avaient vécu par l'intermédiaire de leurs parents ce traumatisme-là
mais ça avait été très, très long. Ça avait été dans le début de la vingtaine qu'ils avaient commencé à pouvoir ouvrir après avoir eu eux-mêmes des difficultés. Puis ils pouvaient partager à ce moment-là ces éléments-là avec leurs enfants. Et là, je trouvais que c'était très porteur que ce soit finalement. Ce n'est pas moi qui parlais de toute cette histoire-là, c'était eux-mêmes. Mais ça avait débuté la rencontre sur aussi ma reconnaissance là, de mes origines, finalement. Là. Donc, des fois, c'est juste de nommer nos origines, mais en général, moi, j'ai trouvé que c'est assez bien accueilli. C'est qu'on ne prend pas sur nos épaules tout, mais on reconnaît. Et on reconnaît qu'on peut bâtir des choses. C'est vraiment toute l'idée de la réconciliation. Et je pense que ce qu'on voit, puis ce qui me donne beaucoup espoir, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout un... autant, bon, on le sait, là, en politique, là, il y a beaucoup de confrontation là, puis sur ces enjeux-là, là, même cette semaine. Mais il y a beaucoup de lieux de dialogue qui se mettent en place. Et les Autochtones font beaucoup d'initiatives autour de ces lieux de dialogue-là. Et je pense que c'est mon espoir là, qu'il y en ait davantage. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a passé à travers toutes les questions. Il y en avait un autre, mais qui me semble avoir été répondu sur la posture puis comment créer cette relation de confiance-là. Donc, avec les Inuits, c'est un peu ce que vous venez d'aborder aussi. Il y a beaucoup de messages de remerciements, de félicitations. Donc, je pense que ça a été apprécié. Il y a une nouvelle question, peut-être qu'on peut la prendre pour les étudiants de médecine. Ouais. Dernière question. Absolument. Moi, je pense que tous les étudiants de médecine devraient aller à un moment en communauté autochtone. En fait, depuis quelques années, là, je coordonne un stage en milieu autochtone pour les résidents en psychiatrie. Donc, ce qui est appelé le Northern Track, c'est pour les étudiants en psychiatrie à l'Université McGill, parce que c'est là où je suis. Et donc, ils viennent faire des voyages avec nous, soit en communauté cri ou inuit, parce que ça fait partie du RUIS McGill. Et je pense que c'est extrêmement porteur. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que... Et il y a quand même plusieurs possibilités. Il y a des stages pour les étudiants en médecine, il y a ce qu'ils appellent les stages SAROS, donc où les étudiants peuvent aller en communauté. Donc, il y a certaines choses mais c'est vrai que ça pourrait être encore plus large. L'enjeu, c'est des fois des enjeux de financement. Les coûts des billets d'avion, ça coûte très cher. Moi, je sais que j'essaie de le faire survivre, là, mon stage le stage en milieu autochtone, mais il faut un peu se battre pour que ça continue. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'on va conclure pour être respectueux du temps. Il reste 2 minutes. On vous invite aussi, donc c'était une super belle mise en contexte, beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés. On vous invite à regarder les références qui ont été présentées, à regarder aussi pour d'autres formations, présentations qui peuvent exister, comme Dr Nadeau disait, des fois les gens eux-mêmes qui peuvent parler de leurs expériences. Donc, il y a vraiment plusieurs pistes pour continuer dans ces réflexions-là. Nous, au Centre-Ouest, on va offrir d'autres ateliers d'intégration à venir, donc soyez à l'affût là, pour ces éléments-là. On a mis un petit sondage dans le chat, si jamais vous avez quelques instants pour le compléter, ces 2 questions, juste un peu qu'est-ce qui vous intéresserait pour aller plus loin. Puis également, si vous voulez avoir accès là, à l'enregistrement ou le PowerPoint, c'est plus facile si vous complétez le petit lien. Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui ont mis d'autres références, c'est bien. Absolument, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.